Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est à la fois un plaisir et un honneur de participer à ce premier congrès international de l'Olympique. Tout d'abord, un plaisir, et ça, je crois que je peux le dire au nom de toute la délégation française, parce que vous nous avez accueillis non seulement comme des collègues, non seulement comme des partenaires, mais surtout, vous nous avez accueillis comme des frères. Et un plaisir plus personnel, parce que vous m'avez permis d'amener avec moi dans mes valises des gens que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, qu'ils viennent de France, de République démocratique du Congo ou encore d'Autriche. Donc un plaisir, je disais, mais aussi un honneur, parce que bien que je sois française, et je suis on ne peut plus française, ana dami maghribi ou qalbi maghribi. Donc c'est une fierté pour moi de rencontrer la fine fleur de la science marocaine, sous le regard bienveillant et sous le patronage de Madame la Présidente, et surtout de rencontrer la jeunesse marocaine. Parce qu'on ne les voit pas, ils ne parlent pas, mais ils courent à travers la salle pour nous donner des bouteilles d'eau, pour s'assurer qu'on soit aux petits soins et que tout aille bien. Et je voudrais qu'on les applaudisse aujourd'hui, parce que sans eux, je pense que ce congrès n'aurait pas eu lieu. Et c'est aussi pour eux que je fais cette présentation que je vais essayer de rendre pédagogique. On va voir ensemble pendant une vingtaine de minutes les nouveautés sur la prise en charge de la tuberculose multirésistante, en tout cas ce qu'il faut en savoir en 2024. Alors pourquoi c'est important de parler de la tuberculose résistante à ce premier congrès international de l'Olympique ? Eh bien parce que depuis cet été, le Mycobacterium tuberculosis résistant à la rifampicine a fait son entrée dans le club très très fermé de la liste OMS des pathogènes prioritaires sur le plan de l'antibiorésistance. Et non seulement il a fait une entrée dans ce club très très fermé, mais une entrée fracassante, on peut le dire, puisqu'il a fait son entrée à la plus grande catégorie, on peut rentrer dans cette liste-là, c'est la catégorie de priorité de niveau 1, de priorité critique, aux côtés de germes dont on a parlé aujourd'hui, les entérobactéries résistantes au carbapénème, les entérobactéries résistantes au C3G, Acinetobacter baumannii résistant au carbapénème, et donc maintenant, Mycobacterium tuberculosis, pour la première fois, fait partie de cette liste OMS des pathogènes prioritaires et mérite qu'on y consacre une vingtaine de minutes aujourd'hui. Bien sûr, je ne vais pas avoir le temps de tout traiter, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. On va commencer par un petit point d'épidémiologie, vraiment très rapide pour qu'on ait les chiffres en tête. Ensuite, on reviendra sur les nouvelles définitions de résistance validées en 2021 par l'OMS. Bon, elles ne sont plus très nouvelles, mais c'est important qu'on soit tous sur la même page en termes de définition. Ensuite, on parlera des nouvelles recommandations de traitement qui, elles, sont nouvelles. Elles ont été mises à jour en 2022, décembre 2022, puis en juin 2024. Et enfin, on parlera des nouveaux défis, la résistance, bien sûr, l'implémentation, qui est un défi dont on n'a pas encore tout à fait parlé, et on dira un mot de la tuberculose XDR. Donc tout d'abord, l'épidémiologie, vraiment très rapide. Vous savez que chaque année, l'OMS publie le Global TB Report. Donc là, on n'a pas encore le Global TB Report de 2024, il va sortir dans les prochaines semaines. Mais on a les données du Global TB Report de 2023, qui, lui, regarde les données de l'année 2022. Et donc en 2022, le Global TB Report nous dit qu'il y avait plus de 10 millions de nouveaux cas de tuberculose dans le monde. Et c'est un pic historique. Depuis le début où on a ce système de notification internationale des cas de tuberculose, c'est la première fois qu'on atteint ce chiffre-là. C'est la première fois sur Terre qu'on a autant de tuberculose. Et c'est probablement lié à un rattrapage de diagnostic post-pandémie, puisque déjà on avait un signal sur l'année 2021 qu'on était en train d'atteindre vraiment des chiffres qu'on n'a jamais atteints auparavant. Un autre chiffre important, c'est le nombre de morts de tuberculose en 2022. Il y avait plus d'1 million de morts de tuberculose en 2022 dans le monde. Et si vous faites le calcul très rapide, on a plus de 10% de mortalité. On n'en connaît pas beaucoup des maladies infectieuses avec plus de 10% de mortalité, alors qu'on a un traitement efficace et en tout cas accessible au plus grand nombre. Et enfin, le chiffre qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est ce chiffre-là de 400 000 nouveaux cas de tuberculose résistant à la rifampicine, c'est le RR, et MDR, Multi-Drug Resistant. Donc un chiffre qui, lui, est plutôt en diminution, mais qui est probablement lié au fait qu'on a eu des problèmes de diagnostic pendant la période pandémique. Donc si on reprend ce nombre de 400 000 nouveaux cas de tuberculose résistant à la rifampicine ou MDR, en 2022, donc on part de 400 000 nouveaux cas, seulement 43%
de ces tuberculoses résistantes à la rifampicine et MDR sont traitées, ce qui correspond à 176 000 patients traités. Et parmi ces 43% qui sont traités, seulement 63% sont guéris. On disait tout à l'heure qu'on avait un vrai problème de diagnostic, mais ça c'est vrai, mais on a surtout un problème d'aval de diagnostic, c'est-à-dire qu'on les identifie bien, ces 400 000 nouveaux cas de tuberculose résistants à la rifampicine et MDR, mais on arrive seulement à en traiter qu'un tiers correctement. Donc on a beaucoup de défis à relever et on va voir pendant les 17 prochaines minutes, je compte mon temps, comment on peut arriver à relever ces défis, d'abord les identifier et ensuite explorer des pistes pour pouvoir changer ce chiffre catastrophique de seulement un tiers des tuberculoses MDR qui sont traitées et guéries. Donc on va revenir rapidement sur les définitions de la tuberculose résistante telles qu'elles ont été mises à jour par l'OMS en 2021. Comme vous le savez peut-être tous, la tuberculose MDR, c'est une souche de tuberculose qui est résistante à la fois à l'isoniazide et à la rifampicine. Lorsqu'on ne peut pas utiliser ni l'isoniazide ni la rifampicine, on a toujours une molécule de secours, les fluoroquinolones, qu'on connaît bien en plus, qui est administrable par voie orale, qui est plutôt efficace. Il y a des effets secondaires, mais on arrive à les maîtriser. Donc, globalement, pas trop de problèmes pour traiter la tuberculose MDR. En revanche, quand on ne peut pas utiliser les fluoroquinolones, avant 2021, eh bien, il n'y avait pas de terme pour désigner ces tuberculoses-là. Donc en 2021, l'OMS s'est dit il faut qu'on définisse ces tuberculoses qui sont MDR et résistantes aux quinolones, et on les a appelées les tuberculoses pré-XDR. C'est la première fois que cette appellation est officielle dans les recommandations. Avant 2021, donc on ne connaissait pas les tuberculoses pré-XDR, on ne les définissait pas officiellement comme telles, mais ce n'est pas le seul changement. Il y a eu d'autres changements. On revient avant 2021. Avant 2021, la tuberculose XDR, c'était une tuberculose MDR, donc résistante à l'isoniazide, à la rifampicine, résistante aux quinolones et résistante aux injectables de seconde ligne, qui appartiennent à la famille des aminosides, qui sont, comme vous le savez, des antibiotiques très compliqués à administrer, parce qu'administrables par voie injectable, et qui sont également extrêmement toxiques pour l'audition et la fonction rénale. Depuis quelques années, 2 molécules ont supplanté les aminosides dans le traitement de la tuberculose résistante parce qu'ils sont plus efficaces que les aminosides, ils sont globalement moins toxiques, même si on pourra en rediscuter, et surtout, ils s'administrent par voie orale. C'est la raison pour laquelle, en 2018, l'OMS a déclassé les aminosides dans ses recommandations et les a relégués comme des molécules de 3e choix au profit de la bédaquiline et du linezolide. Et donc il était logique que, puisque les aminosides ont perdu leur place de game changer dans le traitement de la tuberculose résistante, que la définition des tuberculoses XDR repose désormais sur les 2 antibiotiques qui comptent vraiment, la bédaquiline et le linezolide. Donc depuis 2021, une tuberculose XDR, c'est une souche de tuberculose qui est pré-XDR, donc résistante à l'isoniazide, à la rifampicine et au quinolone, et résistante au linezolide et ou à la bédaquiline. On a regardé en France quel était l'impact de ces nouvelles définitions. Donc on a réalisé une étude rétrospective qui a inclus presque 300 patients entre les années 2006 et 2019. Et on a tiré 3 grandes conclusions. La première grande conclusion, c'est que en fait, on n'avait pas beaucoup de XDR. Quand on a regardé sur ces 14 années, si je calcule bien, on avait seulement 9 patients au total qui correspondaient à la nouvelle définition de la tuberculose XDR. Quand on regardait avec l'ancienne définition, on avait plutôt autour d'une 50aine sur 14 ans dans la région Île-de-France. La deuxième découverte qu'on a faite, c'est que 68% des patients qu'on a traités étaient guéris, en tout cas avaient des issues de traitement favorables, ce qui est un petit peu plus que ce que je vous ai montré dans les résultats de l'OMS en 2022. Et on s'est rendu compte qu'en France, être résistant aux quinolones, ce n'est pas un facteur de risque d'avoir de moins bons résultats en termes de traitement. Et bon, ça nous a moyennement surpris, pour être tout à fait honnête, parce qu'en Italie et en Corée du Sud, ils trouvaient également que la tuberculose pré-XDR et la tuberculose MDR, c'était le même combat en termes de pronostic. Et ça, c'est probablement lié au fait qu'en France, on a accès à la bédaquiline, au linezolide, qu'on a accès à la biologie moléculaire, qu'on a accès au dosage pour pouvoir monitorer les traitements qu'on donne, et surtout qu'on a une réunion de concertation pluridisciplinaire, bimensuelle, avec un centre national de référence des mycobactéries. Et enfin, la dernière découverte qu'on a faite, c'est quand même 51% au moins des patients qu'on avait regardés dans cette étude avaient un effet secondaire grave, c'est-à-dire grade 3 ou grade 4 dans la classification de la FDA.
Et le fait d'être résistant au quinolone n'était pas un facteur de risque, indépendant en tout cas de surtoxicité. Donc là, on a vu les définitions, on part tous sur les mêmes bases. On va voir ensemble les nouvelles recommandations de traitement émises par l'OMS en décembre 2022 et mises à jour très récemment cet été, en 2024. Donc avant 2022, vous vous en rappelez probablement tous, on traitait au minimum 12 mois les tuberculoses MDR, plutôt autour de 18 mois en médiane pour les tuberculoses pré-XDR, et c'était 18 à 24 mois, voire plus, pour les tuberculoses XDR. Bien sûr, on utilisait des traitements toxiques, notamment les aminosides, avec des effets secondaires très fréquents. Je me rappelle, quand j'ai commencé mon internat à l'hôpital Bichat, j'étais dans l'aile qui était dédiée aux tuberculeux multirésistants. Et en fait, tous mes patients étaient sourds au bout de quelques semaines de traitement puisqu'on utilisait des aminosides. Donc ça, c'était avant 2022. En 2022, l'OMS a publié ce manuel opérationnel sur le traitement de la tuberculose pharmacorésistante et a émis des recommandations spécifiquement pour la tuberculose MDR et la tuberculose pré-XDR, pas pour la tuberculose XDR. Et sur la base de 3 essais cliniques, le NIX-TB Trial, le The NIX-TB Trial et le TB Practical Trial, a émis des recommandations qui sont plutôt révolutionnaires sur 2 points. Premièrement, l'OMS recommande désormais pour les tuberculoses MDR et pré-XDR un traitement tout oral, c'est-à-dire que des comprimés, pas d'injectables. Et la deuxième révolution, c'est que non seulement c'est un traitement tout oral, mais c'est un traitement court entre guillemets, c'est-à-dire de même durée que pour la tuberculose sensible. Et donc, l'OMS, sur la base de ces 3 essais cliniques, recommande depuis 2022 l'utilisation du régime BIPAL-M, comprenant donc de la bédaquiline, du prétomanide, du linezolide et de la moxifloxacine pour une durée de 6 mois, comme pour la tuberculose multisensible. Pour la tuberculose pré-XDR qui est par définition résistante au quinolone, on enlève juste la quinolone et on traite par le régime BIPAL, bédaquiline, prétomanide, linezolide pour une durée de 6 mois. Le problème, c'est que ces régimes contiennent du prétomanide, et le prétomanide, on ne sait pas très bien ce que ça fait dans les populations qui étaient exclues de ces 3 essais cliniques, c'est-à-dire les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 14 ans. C'est la raison pour laquelle l'OMS a émis une mise à jour de ses recommandations. En juin 2024, on garde toujours le régime BIPAL et BIPAL-M recommandé, mais il en rajoute des supplémentaires pour avoir le choix, notamment si on est confronté à ces 3 populations-là. Donc d'autres régimes de 6 mois qui ne contiennent pas de prétomanide. Sur la base de l'essai clinique BIT-TB, qui a été en partie publié en 2023, l'OMS recommande depuis juin 2024 pour la tuberculose MDR un régime comprenant de la bédaquiline, du délamanide à la place du prétomanide, du linezolide et de la lévofloxacine pour une durée de 6 mois. Pour la tuberculose pré-XDR, bien sûr, on ne peut pas utiliser de quinolone, donc on peut utiliser à la place un régime bédaquiline délamanide, linezolide clofazimine pour une durée de 6 mois. Donc ça, c'est des régimes qui sont mis dans la recommandation pour cibler surtout les personnes qui étaient exclues des essais cliniques, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 14 ans. Pendant cette mise à jour, l'OMS a aussi proposé des régimes de 9 mois qui ne contiennent pas du prétomanide, sur la base de l'essai clinique NTB, qui a été en partie réalisé par les équipes de MSF, qui va probablement être publié dans les prochaines semaines dans le New England. Et sur la base de cet essai clinique, pour les tuberculoses MDR seulement, pas les pré-XDR, l'OMS recommande un régime bédaquiline, pyrazinamide, linezolide, moxifloxacine pour une durée de 9 mois. L'OMS recommande également bédaquiline, pyrazinamide, linezolide, lévofloxacine et clofazimine pour une durée de 9 mois, toujours pour les tuberculoses MDR. Et le régime bédaquiline, pyrazinamide, linezolide, lévofloxacine et délamanide pour une durée de 9 mois. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais pourquoi on se complique la vie et on propose des régimes de 9 mois dans les recommandations, alors qu'il y a des régimes de 6 mois qui sont recommandés dans les mêmes recommandations? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut s'adapter aux différents profils de résistance, parce qu'on ne sait pas, le patient qu'on va recevoir demain en consultation, ce qu'il va avoir comme profil de résistance. Donc, il faut proposer un maximum de combinaisons possibles, on the shelf, sur l'étagère, pour un traitement sur mesure en fonction des résistances de la souche de chaque patient.
Parce que le défi majeur des années précédentes et des années futures, c'est l'émergence de la résistance à plusieurs molécules clés, au premier rang desquelles la bédaquiline. Vous avez remarqué que tous les régimes que je vous ai montrés contenaient de la bédaquiline. Et ce papier, je vous encourage tous à le lire, c'est, je pense, la mauvaise nouvelle en 2024 pour les spécialistes qui traitent les tuberculoses MDR. C'est une étude rétrospective longitudinale réalisée à Cape Town en Afrique du Sud. Et dans ce papier, on apprend que 47% des patients avec échec de traitement par bédaquiline ont acquis une résistance à la bédaquiline. La moitié des patients qu'on a traités par bédaquiline ont eu un échec de traitement et ont eu une émergence de résistance. C'est vraiment affolant et choquant. Et le pire dans tout ça, c'est que le problème ne se pose pas qu'avec la bédaquiline. Il y a également une émergence de résistance à d'autres molécules, le prétomanide, avec 2 papiers au moins qui ont été publiés en 2023, et de plus en plus de rapports également sur la résistance au délamanide, qui est également une molécule qui est très utilisée dans les régimes que je vous ai montrés. Donc ça, c'était la première raison. On a besoin d'avoir plusieurs régimes on the shelf, 6 mois, parfois ça sera 9 mois, mais au moins on a un régime pour à peu près chaque patient. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut s'adapter aux problèmes d'implémentation. Ce que j'entends par implémentation, c'est qu'il faut se dire qu'en fonction du pays où on est, en France, en Autriche, au Maroc, en RDC, on n'a pas accès à toutes les molécules qui sont proposées par l'OMS. Non seulement on n'a pas accès aux médicaments lui-même, mais on n'a pas accès tout le temps, forcément, au testing de sensibilité pour toutes les molécules du régime. Ça, c'est une étude qu'on a réalisée avec le réseau européen TBNet, un réseau de recherche sur la tuberculose dont je fais partie. On a interrogé 44 pays de la région Europe, la région OMS Europe qui contient 54 pays. Et vous voyez sur le panel plutôt de gauche, on leur a posé une première question. C'est est-ce que vous avez accès à toutes les drogues du régime BIPAL-M, qui était à l'époque le seul régime recommandé par l'OMS dans le traitement de la tuberculose MDR. Mais vous voyez que seulement la moitié avait accès au régime BIPAL-M, avec notamment un vrai problème d'accès au prétomanide. Je ne sais pas si on voit ma flèche. Il y avait seulement 55% des pays qui avaient accès au prétomanide. Entre parenthèses, la France, mon pays, n'a pas accès au prétomanide. Demain, j'ai un patient qui arrive avec une tuberculose MDR dans mon service, je ne peux pas lui donner le régime BIPAL-M. L'Allemagne, notre voisin, n'a pas accès au prétomanide. Il est obligé de commander en Italie ou aux États-Unis, attendre 10 jours pour récupérer du prétomanide. Et sur le panneau de droite, on leur a posé la question, d'accord, vous avez peut-être accès aux drogues, peut-être pas accès aux drogues, mais est-ce que vous avez au moins la possibilité de tester la sensibilité des molécules? Et bien vous voyez que seulement 48% avaient accès au testing de sensibilité pour le régime BIPAL-M, avec encore une fois un vrai problème d'accès au testing de sensibilité pour le prétomanide. Donc des résultats extrêmement choquants, mais qui sont le reflet de défis que parfois on ne soupçonne pas. On se dit, l'Europe, il n'y a pas forcément de problème, ils ont accès à tout. Et non, on n'a pas accès à tout, et c'est un vrai problème, parce qu'on n'en parle pas assez. On a bien sûr beaucoup parlé des problèmes de résistance, et je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une émergence de résistance à la bédaquiline. Mais le vrai choc pour moi, ça a été de me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas accès aux molécules, y compris dans mon pays, la France. Je ne peux pas utiliser le régime numéro 1 recommandé par l'OMS. Il nous reste un dernier mur infranchissable à aborder aujourd'hui. Bien sûr, je ne parle pas de votre mur infranchissable national Yacine Bono. Je vous parle de la tuberculose XDR. La tuberculose XDR, nouvelle définition, qui est vraiment une grande inconnue. Comme je vous ai dit, la tuberculose XDR, nouvelle définition, on n'en a pas beaucoup en France. On en avait seulement 9 dans la région Île-de-France en 14 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé avec le réseau TBNet en association avec le réseau ESCMIC, qui est le réseau de l'ESCMID, la Société européenne de maladies infectieuses et de microbiologie clinique, qui est responsable de la recherche en mycobactériologie. On a fait une association entre ces deux groupes de recherche dont je fais partie, et on est parti interroger les pays européens. On a réussi à avoir 16 pays qui nous ont envoyé les données de plus de 11 000 patients avec une tuberculose résistante, que ce soit une tuberculose résistante à la rifampicine, MDR, pré-XDR et XDR. Et dans ces 11 000 patients, on avait seulement, entre grandes guillemets, 188 patients avec une tuberculose XDR, nouvelle définition. Je dis seulement entre guillemets parce que bien sûr la proportion est très basse, mais c'est la plus grosse étude qui rapporte
des issues de traitement sur la tuberculose XDR nouvelle définition. Il n'y a pas encore de littérature sur ce sujet. Et là, je vous montre des résultats qui ne sont pas encore publiés, qui vont être présentés normalement pour la première fois au Congrès de Union à Bali dans un mois. Là, vous avez les issues de traitement. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Les issues de traitement en pourcentage pour la tuberculose résistante à la rifampicine et MDR. En vert, c'est les issues favorables de traitement. En gros, patients guéris, pour faire simple. Et vous voyez que pour les tuberculoses résistantes à la rifampicine ou MDR, on avait 74% d'issues de traitement favorables. En rouge, vous avez les issues de traitement défavorables. En rouge très foncé, c'est les morts. En rouge carmin, c'est les échecs de traitement. Et en rose, c'est les perdus. Donc vous voyez qu'il y avait quand même 11% de mortalité et 5% d'échecs de traitement. Mais globalement, 74% de succès de traitement, c'est mieux que ce que l'OMS a dit. On a regardé les pré-XDR. Pré-XDR, 68%. Donc il y a une différence quand même entre MDR et pré-XDR, contrairement à ce qu'on avait vu en France, avec cette fois-ci toujours 11% de mortalité, 11% d'échecs de traitement, le double comparé à ce qu'on avait pour la tuberculose résistante à la rifampicine et MDR. Et là, le vrai choc, moi ce qui m'a vraiment profondément choqué quand j'ai sorti les résultats de mon ordinateur, c'est que là on a l'impression que le graphe il est inversé. On a seulement 35% de succès de traitement, 19% de mortalité. Il y a un malade sur 5 atteint de tuberculose XDR qui est décédé de sa tuberculose XDR en Europe dans les années 2017 à 2023. 37% d'échecs de traitement et 9% de perdus. Ce qu'on a regardé également, et ça va être mon avant-dernière diapositive, c'est la probabilité d'avoir une issue de traitement défavorable en fonction du temps. On a regardé en fonction de si le pays était un pays à haut revenu ou un pays à revenu dit moyen. Et vous voyez qu'il y a une grande différence et que la probabilité d'avoir une issue de traitement défavorable était plus importante quand on était dans un pays à revenu moyen comparé à un pays à haut revenu en fonction du temps, avec une différence qui était extrêmement significative. Donc ces résultats partiels, je ne vous ai pas tout montré, nous disent deux choses. Premièrement, 35% de succès de traitement dans la tuberculose XDR, c'est exactement le pourcentage qu'on avait dans les années 40 quand on n'avait pas de traitement anti-tuberculose. Donc, est-ce qu'on est retourné à l'ère pré-antibiotique? En tout cas, les chiffres nous disent qu'on a l'air de retourner à l'ère pré-antibiotique. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe des disparités considérables, une injustice dans l'accès aux molécules, qui fait que quand on a une tuberculose XDR dans un pays à revenu moyen, même si on est en Europe, eh ben on a plus de chances de décéder de tuberculose XDR comparé à un pays à haut revenu. Et c'est ma dernière diapositive. Je ne veux pas qu'on finisse sur une note trop sévère. Donc je vais vous donner quelques points d'action potentiels et on pourra en discuter un peu plus tard dans la discussion. Je vous ai présenté les nouvelles définitions de la tuberculose résistante. Je vous ai montré qu'il n'y avait pas trop d'impact, par exemple, entre MDR et pré-XDR chez nous en France, mais par contre qu'il y en avait à l'échelle européenne. Donc c'est très important pour toutes les nationalités qu'il y a dans l'Assemblée de bien connaître votre contexte. Ce qui est publié dans un pays n'est pas forcément applicable à votre pays. Ensuite, il faut vraiment s'attacher à respecter les recommandations et se diriger vers le paradigme du traitement tout oral. On l'a vu quand on a fait cette enquête à l'échelle européenne, beaucoup de pays n'ont pas passé le cap de lâcher les aminosides et de traiter par le régime BIPAL-M, par exemple. Et bien sûr, on a parlé des nouveaux challenges et des points de vigilance majeurs sur lesquels il faut qu'on garde un œil. Les résistances à la bédaquiline, et pas qu'à la bédaquiline, prétomanide, délamanide, ça va arriver. Un vrai problème d'implémentation. Et en Europe, on est en train de mettre le sujet au-dessus de la pile. Et enfin, le grand défi de la tuberculose XDR, nouvelle définition. Vraiment, il ne faut pas qu'on retourne à l'ère pré-antibiotique. Je vous remercie de votre attention.